Amis des diodes, bonjour. Même si généralement, les seules mesures que l'on fait sur une diode, c'est de vérifier si elle passe bien dans un sens et mal dans l'autre, et attention de seuil, on a éventuellement la possibilité des fois de mesurer d'autres paramètres qui, dans certains cas, peuvent être importants. Aujourd'hui, rapidement, je vais vous montrer comment on peut, si on dispose d'un petit peu de matériel, éventuellement mesurer le temps de commutation des diodes. Alors, il faut savoir que le temps de commutation tel qu'il est montré dans les datasheets, des fois nécessite des montages un petit peu plus compliqués, mais celui que je vais vous montrer permet quand même de s'en faire une bonne idée. Il y a en gros 3 paramètres sur les diodes qui sont intéressants. Il y a le temps de montée, on appelle souvent TR, pour time rise, qui est le temps que la diode va prendre pour passer de l'état bloqué à l'état passante. Ensuite, il y a le temps de descente, c'est un petit peu l'inverse. En gros, c'est un petit peu le temps de montée et le temps de descente d'une impulsion qui serait à ces bornes. Mais il y en a un autre qui est assez intéressant, qui est aussi ce qu'on appelle le TRR, le temps de récupération inverse. En anglais, TRR, ça veut dire Time Reverse Recovery, qui est le temps pour que la diode, en gros, à un moment, elle arrête de conduire. On va voir que quand la diode est inversée, pour des raisons physiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, elle peut mettre un certain temps pour se bloquer, en quelque sorte. C'est lié à ce qu'on appelle l'élimination des porteurs et tout ça. Mais enfin bon, encore une fois, c'est pas vraiment le but. Alors, comment on peut mesurer ça? Si vous disposez d'un générateur d'impulsion et d'un oscilloscope, comme on va le voir, c'est relativement facile. Bon, il faut quand même un oscilloscope qui ait une bonne passante intéressante et qui soit quand même relativement rapide, vu qu'on va voir qu'on est quand même dans des temps qui sont de l'ordre de la microseconde ou de la nanoseconde. Donc, voilà, vous avez un oscilloscope avec une bande passante de 10 MHz, ça ne sera pas très facile. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un générateur d'impulsion, donc qui va mettre des impulsions rapport cyclique 50% carré, qui va faire des impulsions donc de moins 10 volts à plus 10 volts à 10 kHz. Donc avec une impédance de 50 ohms. Donc j'ai rajouté ici cette résistance de 100 ohms qui limite un petit peu le courant dans la diode. Et ici, j'ai mis la voie 1 de l'oscillo. Donc ça va permettre de voir l'impulsion telle qu'elle est mise, on va dire, à l'entrée. Et ici, la voie 2 qui va être justement aux bornes de la diode. Je rappelle que DUT, ça veut dire Device Under Test. C'est souvent comme ça que l'on nomme les composants en cours de test. Alors j'ai testé avec différents composants et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je commence avec une diode de légende, qui est la AN4007, une diode que je vous ai déjà présentée, qui est une diode qui n'est pas très rapide, qui tient 1000 volts et généralement pour un courant répétitif de 1 ampère. Et voilà ici ce que ça donne. Donc oui, là en fait, je vous ai dit 10 kHz, là j'ai été monté à 60 kHz d'entrée. Enfin bon, de toute façon, quelque part, on s'en fout un petit peu de la fréquence du créneau, vu que ce qui nous intéresse, c'est la partie montante ici et la partie descendante, et éventuellement juste de laisser entre chaque impulsion un petit peu de temps pour que ça redevienne, on va dire, au repos. Et donc voilà ici ce qu'on constate. Donc on peut voir comme ça déjà, si on balaye sur une période totale, on peut voir ici que ça a l'air assez rapide à l'établissement. Pour info, le 0 est ici et ici. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est quand la diode est bloquée, donc la tension descend ici, alors que quand elle est passante, elle est limitée au seuil de la diode qui est 0,6 volts. Et alors bien sûr, il y a quand même un effet sur l'impulsion d'entrée. Et ceci pourquoi? Parce que l'impédance du générateur de 50 ohms, là, ça lui tire quand même dessus, donc c'est pas complètement symétrique. Mais on voit quelque chose qui est très intéressant. Donc on voit ici le temps qu'elle met pour venir de bloquer à passant. Ici, on voit le fameux TRR, le temps de recouvrement, qui est celui-là. On voit qu'il y a un retard qui est assez important entre le moment où la diode devient non passante et le moment où réellement, je veux dire, elle va ici se rebloquer. Donc on a ici le temps de blocage, c'est ce temps-là, et on a le fameux recovery time qui est celui-ci, et on peut voir qu'il est important. Ici d'ailleurs, si on le mesure de façon plus précise, voilà, on voit qu'il est de 2,24 microsecondes, si on met ici des curseurs, ce qui est quand même assez important, alors que le temps de descente, ici, lui, est beaucoup plus bas. D'ailleurs, je l'ai mis ici, on peut voir ici que le temps de descente, c'est le rise time ici, voilà, il est de 1,34 microsecondes. Donc il est relativement petit, on va dire, par rapport au temps de recouvrement. Par contre, au niveau de l'établissement, on voit que ça va quand même relativement assez vite.
et qu'il y a un petit délai, mais il est quand même pas énorme. Bon, en même temps, faut pas oublier qu'il y a une capacité parasite. Ici, il y a la capacité parasite de la sonde, il y a la capacité parasite de la diode, donc il y a ça aussi qui joue, mais ça donne quand même une idée, et on voit que là, le temps de montée, quand même, de 5,27 nanosecondes. C'est-à-dire, en fait, elle passe relativement rapidement de l'état bloqué à l'état passant, mais on voit que dans l'autre sens, c'est un petit peu long. Voilà, donc là, maintenant, j'ai utilisé une autre diode, et là, c'est une diode N5818, c'est une diode Schottky, qui on voit au niveau du temps de blocage, à la limite, fait même un petit peu moins bien que la diode 1N4007, ici. Par contre, on voit qu'il n'y a quasiment pas de TRR, de recovery. C'est une des caractéristiques des diodes Schottky de ne pas avoir ce phénomène, en fait, ou de l'avoir très très peu. Par contre, ça n'empêche pas qu'elle a un temps de descente qui est relativement plus long, même qu'une AN4007. Mais par contre, voilà, on voit que dès que ça coupe, ça commence à baisser quasiment tout de suite. Il y a moins ce côté TRR dont je vous ai parlé. Ben, on voit que c'est assez long quand même, ça met dans les 20 nanosecondes. Donc Schottky, ça ne veut pas forcément dire ultra rapide non plus. Hein. Là, ce que j'ai mis, là, c'est une AN4148. Donc aussi une diode de légende, une diode de signal qui, elle, on voit un temps recovery qui est comme plus bas, mais qui est quand même de l'ordre de 4 nanosecondes, presque 5 nanosecondes ici. Et pareil, ici, un temps de descente. Donc là, on voit, c'est pas une diode Schottky, la N4148, on retrouve bien ici ce TRR. Par contre, elle est assez rapide, là, au niveau de la montée. Encore une fois, faut pas tellement se fier ici, toutes ces ondulations et tout, c'est un petit peu lié au protocole de mesure qui est pas parfait, mais encore une fois, là, c'est vraiment histoire de se faire une idée. Là, j'utilise une diode Schottky, justement, là, une BAT42, et on voit pareil qu'au niveau de l'établissement, c'est assez proche, en fait, de ce qu'on a avec une AM4148. Par contre, où ça change, bah, encore une fois, vu que c'est une diode Schottky, on n'a plus tellement ce TRR, et on voit que dès que ça se coupe, elle a tendance à se bloquer relativement rapidement. C'est une diode relativement rapide. Voilà, alors je me suis aussi amusé à mettre une diode Zener, ici. Donc là, bah, on voit que la diode Zener, quand elle est bloquée, il y a ici une tension Zener, hein, qui est bloquée, mais pareil, on voit qu'elle se débloque assez rapidement, quand elle passe donc de son coup de Zener, on va dire, à la tension passante. Et là, on voit que dans l'autre sens, elle est aussi relativement rapide. Hein. Donc ces petites Zener, elles vont quand même relativement rapidement. Donc là, pour terminer, j'ai utilisé ce qu'on appelle un TVS, un Transient Voltage Suppressor, hein, je vous en ai déjà parlé, hein, on les appelle Transil aussi des fois, et qui marche un peu, c'est une sorte de Zener de protection. Donc là, on voit qu'il est passant, et on voit le temps qu'il met à devenir, on va dire, non pas sentir, en gros, à vraiment remplir son rôle de protection. Et on voit que c'est relativement rapide, hein, ça me prend une demi-microseconde, mais c'est quand même pas hyper rapide. Ici, et c'est quand même ce temps-là qui compte, parce que c'est le temps qu'il va mettre, on va dire, à faire son niveau de protection maximum. Sachant que généralement aussi, la tension sur laquelle on le stimule et l'impédance de la source, ça change aussi. Hein. Je vous avais montré que les TVS ont des capacités parasites qui sont assez importantes. Donc ici, je l'attaque quand même avec une impédance qui est relativement élevée de 150 ohms. Si je l'attaquais avec une impédance beaucoup plus faible, le temps serait quand même beaucoup plus bas. Et ici, on voit le temps qu'il met à sortir de son blocage, qui est relativement long, mais à la limite, je dirais pas qu'on s'en fout, mais quasi, dans la mesure où c'est pas vraiment ce qu'on demande, je veux dire, généralement, à un transil. Généralement, c'est son côté protection de surtension qui compte, qui est quand même important. Donc voilà, hein, c'est une petite vidéo vite fait, mais qui vous montre un petit peu comment, si vous avez des diodes, même des diodes inconnues, c'est un des paramètres que vous pouvez relativement mesurer. On peut noter quand même que ce TRR est une des choses qui fait que on ne peut pas forcément utiliser ce genre de diode pour les alimentations à découpage. Pourquoi? Parce qu'elles sont très rapides et on voit que ce temps ici va avoir tendance à fortement dégrader la récupération, hein, qui reboucle dans le cas des alimentations à découpage, la commutation du courant qui est dans la bobine. Pour ça que dans une alimentation à découpage, prendre une AN4007, c'est pas du tout une bonne idée. C'est souvent donc à cause de ce temps-là que c'est très gênant. Voilà donc pour cette petite vidéo rapide du jeudi.
Alors, comme je vous l'ai dit, hein, on peut mesurer différentes choses hein, sur les diodes. On peut aussi mesurer leur capacité parasite, leur tension inverse, leur courant de fuite. Je vous ferai peut-être un jour d'autres vidéos pour vous montrer tout ça. Enfin là, hein, donc, si vous disposez donc d'un générateur d'impulsion et d'un oscilloscope, donc vous pouvez très bien refaire ces manipulations vous-même. Hein, c'est très facile. Hein. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? Ah non, Maurice n'est pas content. Ah, pourquoi? Parce qu'il a reçu le résultat des analyses de pincettes. Ah oui? Et alors, le résultat disait qu'elle a soit Alzheimer, soit le sida. Oh, bah dis donc. Et alors, ils lui ont dit que pour savoir si c'était l'un ou l'autre, il fallait qu'il l'emmène en voiture à 3 km d'ici et qu'elle la laisse tout seule dans la campagne. Et alors, bah, si elle revient, faut surtout pas coucher avec. Et ben, on voit des méthodes. Bon, allez là-dessus, faites de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.